Bonsoir, madame, messieurs, bienvenue à Yaoundé. Après le discours du chef de l'État à la jeunesse ce 10 février 2019, nous poursuivons le décryptage de cette prise de parole présidentielle ici, dans la capitale. 4 invités sur le plateau d'Equinox Télévision à Yaoundé ce soir. Il s'agit de Lucien Bidima Bissot du RDPC. Bonsoir, Lucien Bidima Bissot. Bonsoir, monsieur Guizou et tout ce qui se trouve avec nous. Bonne fête des jeunes. Il y a tout le monde qui se trouve, que ce soit les jeunes qui sont ici au Cameroun, que ceux qui sont au niveau de la diaspora, que ceux qui sont au niveau du nord-ouest et du sud-ouest. Alors, merci d'être venu sur le plateau d'Equinox Télévision ce soir. Sur ce plateau également, avec nous ce soir, Ibrahim Abba. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Zogo. Vous êtes chef de la division des études, de la prospective et de la coopération au ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Tout à fait, monsieur Zogo. Merci pour l'invitation. Nous vous remercions aussi d'être là. Également avec nous ce soir, Francis Bidima, représentant du parti Univers dans la Meufou et Afamba. Bonsoir, Francis Bidima. Bonsoir, Guizot. Bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir à tous les militants et sympathisants du parti Univers et à tous les cabralistes du monde entier. Nous pensons que la nuit a été assez longue. Le jour va bientôt se lever. Alors, merci d'être là. Et enfin, avec nous également sur ce plateau ce soir, le docteur Ruben Banlock. Vous êtes juriste, spécialiste des questions de décentralisation et enseignant à l'université de Yaoundé 2. Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur Guizot. Merci d'être là. Enchanté d'être là en votre compagnie ce soir. Voilà, merci aussi d'avoir accepté de venir éclairer l'opinion après ce discours du chef de l'État. Alors, messieurs, la parole à qui veut la prendre? Ce discours du chef de l'État, comment l'avez-vous trouvé de manière générale avant que nous n'entrions dans les détails? Ibrahim Abba, vous avez la parole. Merci de l'honneur que vous me faites, monsieur Zogo, pour d'entrée de jeu dire la perception qui est la mienne du discours du chef de l'État à l'endroit de la jeunesse. Et je peux vous dire au départ, j'ai vu dans ses propos un homme constant, n'est-ce pas? Et j'ai dû relever un certain nombre de points qui me semblent très saillants relativement à un certain nombre de points. Premièrement, le chef de l'État a relevé l'ultracapitalisme qui effectivement fait vibrer le monde dans le recul de ce que lui-même il a dit, de la solidarité, de l'égoïsme. Et à ce niveau, il a appelé les jeunes à véritablement reprendre leur destin, véritablement de se retourner, de se détourner de la dépendance extérieure. Mais j'ai également noté, s'agissant du second point important du discours du chef de l'État, la question de l'émergence dont il a fait la cause nationale. Il a également, dans un troisième tempo, appelé ce qu'il a dit lui-même dans ses serments consacrés de la prestation de serment, l'engagement politique de la jeunesse. Il a effectivement en ce moment rappelé les jeunes qu'ils peuvent être acteurs de ce processus, mais également mettre en relief, mettre en garde un certain nombre de dérives qui sont constatées relativement à la pratique des réseaux sociaux, mais également à l'émergence, il faut dire à la poussée de la délinquance, de l'alcoolisme, dont vous pouvez relativement voir à quoi il ressemble. Mais dernier élément que j'ai dû relever du point du chef de l'État, c'est qu'il est revenu sur les questions du chômage des jeunes. Mais si vous avez très bien perçu les causes qu'il a dû énumérer, il est resté dans le lien entre l'activité économique et donc la croissance économique qui fait problème. Et effectivement, nous avons quand même remarqué une embellie relativement depuis 2018. Vous savez que le Cameroun est sous ajustement sous programme avec le Fonds monétaire international. Et ça, il a dit effectivement que c'était un espoir pour la jeunesse. Et il a fini par une perspective que je qualifierais reluisante, parce que après avoir fait le bilan des départements ministériels en charge des questions d'emploi et de formation professionnelle, il a aiguillé quelques perspectives en disant, écoutez, il y a une politique nationale de l'emploi qui est en cours de mise en œuvre relativement aux axes stratégiques que nous reviendrons pour vous dire quels sont quel est le contenu de cet axe-là. Mais il a également soulevé un aspect très important
qui est en train de se dérouler dans le pays. C'est l'Institut national de formation des formateurs. Je vous dirai le contenu de l'Institut national de formation de formateurs et de développement de programmes. Il a également soulevé quelque chose de très important de ce point de vue, la mise en œuvre du plan triennal spécial jeune, mais aussi il est revenu dans ce qu'on a appelé le programme, le plan prévisionnel des emplois et des compétences. Nous vous dirons pourquoi est-ce que c'est un instrument très important pour notre pays, pour la jeunesse. Alors, et je finirai, M. Gizogo, le dernier point que le chef de l'État a soulevé, c'est qu'il a fait savoir que au-delà de tout ce qu'il a balisé comme perspective, comme espoir pour la jeunesse camerounaise, il a martelé que tout cela, c'est à une seule condition, conserver le pays dans l'unité, et de cette unité découle effectivement le respect de la diversité qui est notre identité culturelle. Alors, merci Ibrahim Abba pour cette première sortie. Alors, Francis Bidima, vous avez perçu le chef de l'État, comment l'avez-vous trouvé dans ce discours? Beaucoup d'annonces aussi. Hein, alors, quand même beaucoup je pense que pour un jeune Camerounais qui a suivi de bout en bout le chef de l'État, au soir de ce 10 février, ce dernier devrait être c'est pas un discours alarmiste, mais il devrait être un peu plus inquiet pour l'avenir. Pourquoi? Parce que telles que les choses ont été dites de façon globale, la jeunesse voudrait, comme lors des derniers discours, la jeunesse voudrait quelque chose de concret. Parce que au-delà de tout ce qu'on peut faire comme annonce, lorsqu'on parle par exemple de 500 000 emplois, alors ces 500 000 emplois, on ne sait par quelle alchimie les uns les autres se les octroient. Alors à une certaine période, l'on a l'impression que c'est lorsqu'on parle même des emplois, qu'est-ce qu'on en a fait? Est-ce qu'il y a eu un bilan de ce qu'on a annoncé l'année dernière? L'année dernière, il y a eu combien de jeunes qui ont eu des emplois? On n'en sait rien. Lorsque nous arrivons, nous devrions normalement faire d'abord... Le chef de l'État cite quand même assez clairement, il dit qu'il y a des recrutements dans les forces de défense et de sécurité. Voilà. Il y a eu également d'autres mobilisations autour des jeunes. Alors, je crois que ceux qui sont censés nous apporter les chiffres sont ici sur le ministère de l'Emploi et la formation professionnelle. Je crois que les chiffres ne seront pas comme ça a souvent été de par le passé. Alors, je crois également une chose, c'est que lorsque nous arrivons à parler, par exemple, des forces de défense, où il y a des recrutements de façon massive, vous êtes sans doute ignoré le problème sécuritaire de notre pays, et il est donc de bon ton qu'il y ait des recrutements de ce côté, parce que il faut à tout prix que l'État du Cameroun est attaqué de part et d'autre. Il faudrait donc essayer de renforcer les effectifs, et pour les renforcer, vous allez vous rendre compte qu'il y a certains même qui ne font pas plus de 3 mois de formation, et ils sont sur le terrain. Alors, lorsqu'on envoie, ça devient comme si c'était de la chair à canon. Et est-ce qu'ils ont de l'expertise véritable pour que ces derniers y aillent? Donc, vous nous dites que les recrutements dans les forces de défense sont pratiquement obligatoires, mais ce n'est pas le cas ailleurs. Mais ce n'est pas le cas ailleurs. Vous avez que, par exemple, il a parlé du problème de l'éducation. Vous pouvez imaginer combien d'enseignants attendent d'être recrutés à la fonction publique. Ils sont combien? Ceux de l'éducation de base, par exemple. Alors, de ce côté, il y en a qui ont abandonné carrément et sont restés au village, sont rentrés au village. Ça, c'est un discours pathétique que nous présentons. Face à cela, certains ont même dit, voilà, après avoir, il y a même les formations professionnelles. Bien heureusement, nous avons également sur le plateau quelqu'un qui peut mieux nous mais il nous a aussi parlé de l'agriculture quand même. Alors, de l'agriculture, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, il y a des projets qui emploient, qui utilisent beaucoup de jeunes. Vous direz peut-être que j'ai un discours alarmiste. Ça, véritablement, je le porterai sur moi, mais je pense quand même que à une certaine période, ce n'est pas ce que la jeunesse attend. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui, au Cameroun, il faudrait qu'il y ait ce que j'appelle la réforme agraire. On parle de l'agriculture. Ils sont combien qui ont des terres? Ceux qui ont les moyens repartent sur le terrain, se arrachent les terrains auprès des pauvres qui n'ont même pas la possibilité de cultiver assez. Et lorsque ça se fait ainsi, je crois que nous
courons tout droit à ce que nous avons appelé la réforme agraire et où les latifundistes ont toutes les terres, les minifundistes n'ont rien. Oui. Alors, si les latifundistes rentrent sur le terrain et ces derniers reprennent tout ce qu'il y a sur le terrain, ces jeunes iront travailler où? Bon, voilà la question. C'est un cas de figure qui a eu cours en Amérique latine avec le latin. Et c'est pas et au niveau de l'univers 11 millions de citoyens, nous avons proposé cela qu'il faudrait dès lors que nous prenons, puisque c'est nous qui prenons le pouvoir, dès lors nous parlons de la Troisième République, à la Troisième République directement. Nous allons une réforme agraire, ça urge. À la quoi? À la Fidel Castro, vous allez confisquer tous les terrains. Dans tous les cas, dès lors que nous avons nous avons d'abord pris le ça va, c'est étape par étape. Nous ne pouvons pas dévoiler, mais sachez déjà qu'il y aura une réforme agraire. Voilà. Merci. Alors, docteur Ruben Banlok, le chef de l'État, a parlé d'entrer dans son discours de la dépendance du Cameroun vis-à-vis de l'extérieur et qu'il faudrait la diminuer. Est-ce qu'on en fait suffisamment aujourd'hui pour diminuer cette dépendance à votre avis? Parce qu'on a le discours du chef de l'État à la jeunesse, mais qu'est-ce qui est concrètement fait aujourd'hui? Vous qui enseignez les questions de décentralisation à l'université, vous qui êtes juriste, est-ce que vous percevez qu'il y a une mobilisation vraiment pour diminuer cette dépendance? Je pense qu'institutionnellement, la mobilisation, ou en tout cas la volonté politique est là. Parce que la décentralisation en soi, c'est une solution à un tas de problèmes. Mais j'ai écouté avec intérêt, et j'ai toujours écouté avec intérêt les discours du chef de l'État, parce qu'il est pédagogue lorsqu'il s'adresse souvent à son peuple. Parce que je suis enseignant, et qu'en réalité, enseignant de droit public, on est toujours proche des questions institutionnelles, du fonctionnement de l'État, et des questions lancinantes de la société qui constitue l'État. Parce que lorsque nous enseignons, ce que c'est que l'État, c'est d'abord un territoire. Et au-delà du territoire, il faut qu'il y ait un pouvoir effectif, sans lequel la population, qui est la troisième condition pour l'existence d'un État, ne peut jouir de ce que nous appelons souvent l'intégrité territoriale. Le chef de l'État, quand je l'ai suivi tout à l'heure, est écartelé. Et je crois qu'il n'est pas le seul. C'est tous les chefs d'État du monde actuellement qui sont dans cet écartèlement. Et il y a la mondialisation qui impose le système néolibéral. Elle est là. Et il y a l'exigence, je dirais même l'obligeance, pour les dirigeants de s'occuper de leurs dans cette mondialisation. Voilà le problème. Je sens le chef de l'État dans ce tiraillement. Oui. On va nous dire, faites de l'intégration régionale. D'abord sous-régionale, et puis régionale au niveau africain. Ce sera un rempart contre les méfaits éventuels ou les effets inévitables de la mondialisation. Mais maintenant, lorsqu'on entre dans cette mondialisation, le système écrase tout, en quelque sorte. Il y a le problème du commerce international. Vous voyez, le président Trump, en ce moment, il est également dans cet écartèlement. Quand on dit America First, on oublie que pour que l'Amérique vive, il faut qu'elle vende au-delà de ses frontières. Mais quand elle vend au-delà de ses frontières, ceux qui en bénéficient sont contents. Mais ceux qui sont victimes sont mécontents, des produits qui viennent de l'extérieur pour être vendus sur leur sol sont mécontents. Donc nous avons le problème là, celui de pouvoir développer, surtout avec l'adoption dernière du plan national d'industrialisation, qui devrait s'ancrer
également dans le socle communautaire. Ça veut dire nous ne pouvons avoir d'industrie qu'au minimum pour le marché de la CEMAC. Alors, ça tire. Ça tire. Hein? Alors, je dis au niveau national, il y a la volonté politique. Il y a déjà des outils, des solutions qui sont proposées. Non seulement la mise en place de la décentralisation, mais la demande d'approfondissement de la décentralisation. Il y a des conventions qui sont signées. Il y a le projet d'intégration sous-régionale qui avance. Mais est-ce que cela est suffisant? Je crois que dans le débat tout à l'heure, nous pourrons revenir en tant qu'enseignants sur le nœud du problème, parce qu'il y a au cœur de tout ce qui tiraille les jeunes le problème du chômage. Absolument, puisque le chef de l'État l'a relevé en disant que malgré tout ce qui avait été fait jusqu'ici, la question du chômage restait prégnante au sein de la jeunesse camerounaise. Alors Lucien Bidima Bissot, le discours du chef de l'État, justement, sur cette question de la dépendance vis-à-vis de l'extérieur, et puis les capacités à en sortir. Est-ce que vous croyez que le Cameroun en prend le chemin aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Est-ce qu'il ne faut pas des mesures plus fortes pour arriver à dire qu'on soit moins dépendant de l'extérieur? Merci, M. Guizot. Il faut commencer par dire qu'ici, il faut féliciter l'honnêteté du chef de l'État. Il ne passe pas à côté des problèmes, il essaie de les analyser d'une manière franche. Il parle à la jeunesse comme il l'a fait lors de sa prestation de serment. Aujourd'hui, il revient pour poser les problèmes. Il dit qu'il a pris acte, il l'a toujours fait, des préoccupations de la jeunesse. Et ça, je veux me centrer, si vous le voulez bien, sur le plan politique. Au-delà du fait qu'il fait l'histoire du Cameroun, sur le plan politique, l'évolution de cette histoire aujourd'hui, il se base beaucoup plus au niveau de la modernisation et de la consolidation des acquis. Mais mieux, le chef de l'État a dit quelque chose d'incroyable. Non seulement il appelle les jeunes à s'intéresser à la politique, mais cette politique, il fait de là deux fléaux. Il y a la politique des réseaux sociaux. C'est une politique directe, il le dit bien, le président de la République prend acte, mais il attire l'attention de la jeunesse. Parce que cette politique détruit en quelque sorte, non seulement les personnalités, les gouvernants, mais également attise plus ou moins de la haine. Nous avons assisté tous ces derniers temps à cette déferlante de haine au niveau des réseaux sociaux. Mais le chef de l'État, non seulement, et c'est là quelque chose d'incroyable, il félicite les jeunes qui ont participé à cette politique que lui il appelle la politique de la construction de la société. Non seulement il félicite les acteurs, nous avons eu des candidats trop jeunes, il y a eu Cabral Libier, autres au choix, mais également ceux qui ont participé, vous avez vu, la jeunesse a repris le courage, et le président de la République invite ces jeunes-là à s'intéresser davantage, ce qui est très important. Parce qu'il nous relève ici les élections régionales, les élections municipales, les élections législatives, parce que c'est dans ce cadre-là, un cadre totalement légal, un cadre législatif, un cadre qui peut donc amener les jeunes à participer au développement. Parce que la décentralisation aujourd'hui est un fait réel, un fait qui appelle donc la jeunesse à s'intéresser davantage, et non un fait qui amène les jeunes de plus en plus à revendiquer à travers les réseaux sociaux. Mais maintenant, il faut participer et puis, ça trouve les emplois. Vous voyez, les conseillers municipaux... Est-ce qu'il ne critique pas? Lui, il avait été présenté comme le champion il y a quelques mois ou quelques années. On disait Paul Biya il est justement androïde. Mais est-ce que ce n'est pas un président de la République qui subitement ne se positionne comme le président androïde? Non, il recadre la jeunesse. Parce que le docteur l'a dit, le président de la République reste dans son sens très élevé de pédagogie. Ce sont ses enfants. Nous sommes ses enfants. Il doit fixer le cap. Il doit nous orienter, mais il doit prendre la pleine mesure de ce qui peut détruire le Cameroun. Et en plus, je voulais dire que, et c'est là aujourd'hui la force de l'action du président de la République, cette force démocratique. Quand on arrive maintenant au niveau des emplois, j'étais peut-être ahuri de savoir que mon frère du parti Univers n'arrive pas à avoir la perception qu'on fait de l'emploi. Il y a deux types d'emplois.
il y a l'emploi public. Déjà, il faut déjà savoir qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, avec les exigences de l'économie, peut-être que nous allons en parler, l'État ne peut plus être totalement l'État gendarme, l'État investisseur. L'État est celui-là qui fixe le cap. Et ce cap est fixé à partir des différents plans stratégiques, à partir de l'économie, à partir des finances, à partir des investissements que l'État met en exergue. Mais également, il faut s'approprier de tous ces investissements. C'est pour cela qu'on parle de l'appropriation des opportunités qui y sont faites à partir des investissements de l'État. À cela, donc, on appelle ce que nous appelons la politique du privé. Parce que dans tous les pays démocratiques, dans tous les pays économiquement forts, le privé joue un rôle prépondérant. Et pour que le privé joue un rôle prépondérant, il faut un cadre. Et c'est l'État qui fixe ce cadre. Et je crois que le président de la République, avec le gouvernement, ce cadre a été fixé. Si vous parlez donc de 500 000 est-ce que vous ne pensez pas que, justement, quand vous parlez d'emploi, est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, les emplois publics que vous évoquez restent très prisés par rapport aux emplois privés? Tout naturellement. Parce que les opportunités ne sont pas assez naturellement. nombreuses. Parce que moi j'ai toujours dit, nous sommes dans un système de construit permanent. Le Cameroun ne s'arrête pas. Le Cameroun a besoin des enseignants, a besoin des médecins. D'ailleurs, le président de la République l'a dit, a besoin de cette éclosion de tout ce que nous avons comme faculté, comme opportunité, comme performance de la jeunesse de s'intéresser. L'armée, on a beau dire, aujourd'hui l'armée c'est très nécessaire, les problèmes de sécurité. Mais l'État ne peut pas être le seul pourvoyeur de l'emploi. Je parle peut-être sous le contrôle du ministère de l'Emploi. L'État fixe, encourage, fixe le cadre. C'est pour cela que le chef de l'État a appelé non seulement les investisseurs nationaux, mais également sur le plan international, en demandant à tous ceux qui peuvent investir au Cameroun de le faire pour véritablement lutter contre le chômage. Ouais. Mais également, nous revenons au niveau de l'agriculture. Le cap est fixé. C'est l'agriculture de troisième génération en attendant la révolution agraire. Mais toujours est-il dit qu'aujourd'hui, il y a 4000 projets qui ont été mis, près de 600 000 jeunes qui ont été formés. Je crois qu'à partir de là, il faut s'approprier de ces opportunités et s'intéresser une fois de plus de cette agriculture. Il y a une banque agricole qui existe. Il y a aujourd'hui au Cameroun, peut-être il va nous dire, lorsque la jeunesse a la possibilité de se former, et le président de la République fait bien d'insister, la formation professionnelle, et à partir de là, il faut être en même aujourd'hui de dire qu'on peut être son propre acteur de développement. Son propre acteur, ça veut dire qu'on peut créer soi-même son emploi. Et je vais finir par là. Ce que la jeunesse ne sait pas, c'est que aujourd'hui, vous ne le savez peut-être pas, M. Guizogo, vous-même, vous pouviez, à partir du programme qui est mis au niveau de la sécurité sociale, vous-même, vous pouvez anticiper sur votre pension vieillesse et invalidité de décès. Ce qu'on appelle l'assurance volontaire. Aujourd'hui, c'est une opportunité incroyable pour la jeunesse. Qu'ils soient des Abba et Salam, qu'ils soient au niveau des mototaxis, qu'ils soient au niveau de l'agriculture, eux-mêmes, aujourd'hui, sans être forcément fonctionnaire, sans être forcément celui-là qui travaille au niveau d'une administration bien définie, il peut lui-même fixer le cadre de sa pension vieillesse invalidité décès. Ça, c'est une réforme voulue et mise sur pied par le chef de l'État, aujourd'hui que la CNPS met en exergue. Donc, toutes ces opportunités, je vais vous dire, font problème. Quel est le problème? J'ai l'impression que les jeunes ne saisissent pas suffisamment les opportunités qui sont mises à leur disposition. J'ai l'impression que les jeunes ne s'informent pas suffisamment sur toutes les opportunités d'emploi qui existent. J'ai l'impression qu'il y a une fixation au niveau de la jeunesse, fixation au niveau de l'administration publique, fixation au niveau des collectivités décentralisées de l'administration publique. Or, l'opportunité aujourd'hui est que lorsqu'on est formé, on peut soi-même être son propre employeur, on peut créer des emplois, et c'est pour cela que le président de la République dit, au niveau des opportunités, saisissez-les. Parce que vous pouvez même être sous-traitant et créer de l'emploi. Alors pour terminer là, je dis à mon ami Cabraliste qu'effectivement les emplois sont donc, il y a les emplois privés, et qui sont tout naturellement comptabilisés au niveau du ministère de l'Emploi. Et les emplois publics, ça, c'est un fait, nous avons assisté. Et enfin, l'économie avance, malgré les difficultés. 3,8%, taux de croissance, 4,4%. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand il y a croissance, il y a possibilité de créer les investissements. Quand on crée les investissements, il y a possibilité d'amener plus de capitaux. Quand on crée les capitaux, il y a possibilité de créer des emplois. Voilà l'essentiel même de ce taux de croissance qui est en train de prendre date. Et je crois qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est fait,
Si on ajoute à cela les problèmes sécuritaires dont le président de la République ne met pas de côté, la jeunesse aujourd'hui, nous devons être d'accord ici, doit être sensibilisée sur la sécurité. Je ne sais pas, l'appropriation des stupéfiants qui aujourd'hui détruisent totalement cette jeunesse, les empêche de se mouvoir, de se projeter. Mais ce n'est pas, mais il y a, quand vous dites que les stupéfiants détruisent la jeunesse, mais il y a quand même que ces sachets de whisky que les jeunes boivent. Ils ont été interdits depuis 2 ans ou 3 ans, mais on n'est pas passé à l'acte là. C'est la faute aussi du gouvernement. Je ne dis pas. Et puis non, ça peut pas être la faute du gouvernement. Ah bon? C'est la faute. Ça peut être la faute de tout le monde. Oui. Lorsque moi je fais mon enfant à la maison, moi j'ai mon enfant, tous mes enfants sont interdits de sortir du portail à partir de 17 h. L'éducation est d'abord une éducation individuelle. Donc il faut sensibiliser les parents. Et c'est très important. Maintenant, la deuxième éducation au niveau de l'école. L'école doit redevenir aujourd'hui la pédagogie. Monsieur Bidima, lorsque nous étions à l'école publique d'Onkolavolo, lorsque vous arriviez en retard, on vous mettait une fessée. C'était pour que vous soyez à même d'être responsable lorsque vous travaillez. Et enfin, ça doit être vous les médias. Vous devez être capable de dire à la jeunesse aujourd'hui que si vous prenez tel produit, ça détruit tout le monde. Et je ne veux pas oublier les partis politiques d'une manière globale. Parce que cette jeunesse qui se détruit est un facteur négatif pour tout le monde. Et si vous voulez gouverner avec la jeunesse. Mais on ne peut pas gouverner avec la jeunesse qui est dans la rue, avec la jeunesse qui n'a pas d'opportunité, qui ne se projette pas. Donc c'est un problème global que ensemble nous devons prendre acte pour que véritablement aujourd'hui la jeunesse qui est un moteur, et le président a dit, il nous fait confiance. Il fait confiance à la jeunesse. Et ensemble, nous devons tout faire pour que cette jeunesse-là redevienne responsable et acquiert les grandes opportunités comme le chef de l'État. Alors, Ibrahim Abba, le chef de l'État a beaucoup insisté, c'était la plus grande partie de son discours. Hein. Nous allons justement, vous avez été interpellé par M. Francis Bidima. C'est vrai que Lucien Bidima, son homonyme, revient sur la question en disant que le chef de l'État, il y a beaucoup d'opportunités pour les jeunes aujourd'hui. Alors, il y a toujours ce débat, on veut savoir exactement les emplois, comment ils sont comptabilisés et combien d'emplois effectivement, puisque du côté du parti Univers, chez les cabralistes, on doute effectivement de ces chiffres du chef de l'État. Alors, monsieur Zogo, permettez-moi de vous dire en tant que responsable dans une administration dont nous mettons en œuvre les très hautes prescriptions du chef de l'État sous la direction du premier chef de gouvernement. Le ministère de l'Emploi, il faut le retenir, n'est pas un ministère qui crée des emplois. Peut-être à titre de rappel, on dit que le ministère de l'Emploi a pour mission d'élaborer la politique du gouvernement, d'élaboration et de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d'emploi, de formation et d'insertion professionnelle. Et donc, à ce titre, fondamentalement, c'est un acteur du premier rang dans le cadre de la régulation du marché de l'emploi. Maintenant, pour vous dire concrètement, relativement à votre question, je reviendrai. Mais permettez-moi de revenir, puisque nous sommes là, pour expliquer le discours du chef de l'État. Certainement, les gens sont dans leurs droits, surtout la jeunesse. Certains peuvent effectivement parler au nom de la jeunesse. Mais je vais vous dire concrètement sur les questions d'emploi et de formation professionnelle. Premièrement, le chef de l'État a fait savoir, et là il a été très sincère, et il est resté cohérent avec les données économiques ou les données statistiques. Lorsqu'il a fait savoir aux jeunes que 500 000 emplois ont été recensés, créés dans l'économie moderne. Mais il a fait savoir effectivement que le problème persiste, le problème de quoi? Le chômage de jeunes. Dû à quoi? Il est rentré fondamentalement pour dire que ce problème est lié au niveau d'activité économique. Vous savez, le monsieur de ma droite, monsieur Bidima a très bien expliqué ce phénomène de la croissance à travers l'investissement. Donc il estime que, parce que l'activité économique n'est pas à la hauteur des attentes, bien évidemment, il y aura un peu de temps pour que ces excédents de main-d'œuvre oisive puissent être absorbés. Mais maintenant, il a aussi expliqué, et ça concerne les jeunes, il a parlé des emplois sous-qualifiés. Le chef de l'État veut expliquer ce que nous appelons régulièrement le sous-emploi, le phénomène de sous-emploi. Mais là, il a parlé de questions de déclassement. Le déclassement à l'embauche. Les jeunes aujourd'hui ont des diplômes du supérieur, les licences, les doctorats, mais lorsqu'il faut les utiliser, ils sont contraints d'accepter les emplois, on va dire, en deçà de leur qualification. C'est ce que le chef de l'État a parlé des emplois sous-qualifiés. Maintenant, si vous revenez dans la thérapie qu'il a essayé de proposer, il a fait savoir que
les axes stratégiques de la politique nationale de l'emploi vont être mis en œuvre et seront mis en œuvre à partir de cet exercice 2019. Et qu'est-ce qui est à l'intérieur de ces axes stratégiques? Monsieur Guizogo, c'est ce que nous sommes en train de finaliser au niveau du département ministériel que je représente là, c'est qu'on a appelé le plan d'action prioritaire de la politique nationale de l'emploi et même le dispositif de suivi de la mise en œuvre. Je vais vous dire deux éléments importants que le chef de l'État a pu annexer à ce dispositif-là. Premièrement, vous avez entendu dire qu'il y a un dispositif de plan prévisionnel des emplois et des compétences qui est en train d'être mis en œuvre. En réalité, le chef de l'État veut donner espoir à la jeunesse pour dire effectivement, les questions d'emploi, c'est une question aussi de prévision. Voyez-vous, chaque année depuis 2011, le ministère cible le niveau d'emploi. 250 000 emplois vont être créés, 300 000 emplois vont être créés, 400 000 emplois vont être créés, et cela va croissant. Et le chef d'État, lui, il en a 500 000 là. Et effectivement, il reste dans la logique de ce que nous appelons le ciblage de l'emploi. Mais là, alors, le GPEC, comme le chef de l'État l'a indiqué, c'est un instrument très important dans ce que nous appelons la planification de l'emploi ou la planification des compétences. Donc, dorénavant, les actions qui sont mises vont aller dans le sens d'avoir des concertations avec le monde professionnel, les chefs d'entreprise, les responsables des ressources humaines, pour effectivement dire les besoins en main-d'œuvre qualifiée dont ces entreprises ont besoin. Et parce que c'est le rôle régalien de l'État, l'État fera à travers ce besoin estimé de la main-d'œuvre que le secteur productif aura besoin, d'engager la formation appropriée. Et n'oubliez pas également, à côté, le chef de l'État a parlé, plus de 40 000 apprenants ont été reçus dans les structures privées, publiques et privées. Oui, apprenants en 2018. Alors, dans ces statistiques, le chef de l'État a assigné au département ministériel que je représente ici l'agrément ou l'habilitation qu'on donne aux structures privées de formation. Et c'est quoi l'habilitation? C'est que lorsque vous voulez vous substituer ou prendre une partie du rôle régalien de l'État, vous savez que l'éducation est décentralisée, et c'est maintenant la démocratie dans tous les sens, alors les acteurs qui sont en charge de la formation, les acteurs privés, doivent recevoir des habilitations, c'est-à-dire préparer, montrer qu'ils ont un programme élaboré, ils ont des enseignants, ils ont des outils, ils ont des plateaux techniques appropriés, et dès lors que ces exigences sont remplies, alors ils sont habilités à former les jeunes. Et je vous assure que le ministère de l'Emploi, toujours dans une approche, ce qu'on a appelé l'adéquation, la mise en adéquation de la demande, de la formation emploi, ne donne d'habilitation que si et seulement si la structure qui est en charge de la formation va montrer la garantie que tous ceux qui sont formés vont être insérés dans le secteur productif. Et je peux vous donner une bonne annonce à ce niveau-là, que depuis un certain temps, avec les partenaires techniques et financiers, et même les partenaires nationaux, par exemple le CAMERCAP qui est un centre de recherche logé au ministère de l'économie, il y a un dispositif qu'on a appelé le dispositif de suivi post-formation. Parce que nous n'arrivons pas efficacement à avoir l'impact, l'évaluation d'impact de ceux qui sont formés dans les structures privées que nous habilitons. Alors ce dispositif pourra nous permettre de voir ce que deviennent ceux qui ont été formés dans les structures, qu'elles soient publiques ou privées. Ça, c'est un des éléments. Parce que là, c'est quand même une interrogation. On voit beaucoup d'instituts privés qui forment. Voilà. Mais est-ce que on n'a pas toujours la suite de Effectivement. Je reviens encore sur toujours le discours du chef de l'État, M. Zogo. Le chef de l'État a été très sincère avec la jeunesse. Il dit, écoutez, ce problème de chômage ou d'absorption de jeunes oisifs, qualifiés, c'est un problème purement aussi économique. Et il pense qu'à ce niveau-là, une solution doit être donnée. Et c'est à cela qu'un des axes qu'il a cité, le premier axe de la politique nationale de l'emploi, et dont le plan d'action s'attaque à cette dimension, c'est la promotion de l'emploi dans le cadre des politiques macroéconomiques. Qu'est-ce que ça veut dire de manière très simple? C'est qu'en réalité, on veut, à partir de cet exercice, et vous le verrez, je vais vous souligner cela, à partir de ce 2019, il y a une disposition dans la loi sur le code du marché public relativement au IMO, l'obligation dans le cahier de charge, IMO, haute intensité de main-d'œuvre, que dans le cahier de charge, dans le DAO, le DAO type, un prestataire est obligé et tenu de déclarer la main-d'œuvre la main-d'œuvre bien sûr nationale, qu'elle est appelée à utiliser dans le cadre de la commande publique. Donc si vous voulez gagner le marché, n'est-ce pas, pour le compte
de l'administration, vous devrez monter la dimension emploi. Et cette dimension est prise en compte dans ce que nous avons appelé la promotion de l'emploi dans le budget d'investissement public. Et toute une crielle d'activités ont été relevées cela. Je vais terminer s'agissant des questions d'emploi relativement à ce niveau, pour vous dire que il y a un aspect que nous sommes en train, le ministère de l'Emploi est en train de mettre, ce qu'on a appelé le bureau d'emploi municipaux. Et je vais vous dire en quoi est-ce que ce bureau d'emploi municipaux viendront renforcer l'instrument que le chef de l'État est en train de mettre en œuvre. C'est-à-dire le plan national spécial jeune. Le chef de l'État l'a évoqué, que le ministère de la Jeunesse est en train, il y a eu des succès phénoménaux avec plus de 40 000 projets, plus de 4 000 projets financés, plus de 600 000 jeunes bénéficiaires de cette initiative, environ 1 million de jeunes qui ont été accompagnés par l'Agence de service civique national au développement participatif. Et pour vous dire que ce bureau d'emploi municipal, qui sera l'émanation des communes, vont gérer ce qu'on a appelé la dimension auto-emploi. Vous savez que le chef de l'État, le plan triennal spécial, est-ce que vous savez que c'est de l'auto-emploi? C'est un des axes de ce que nous avons appelé le plan national, le plan d'action national pour l'emploi de jeunes, que 5 axes ont été identifiés de concert avec le MINIGEC. Si on veut résoudre le problème de chômage de jeunes, alors mettons en place, déroulons un plan national d'action, un plan d'action national pour l'emploi de jeunes. Et le chef de l'État en a fait un axe pour dédier à la jeunesse, ce qu'il a appelé le plan triennal spécial jeune, relativement cadré sur l'auto-emploi. Ces bureaux d'emploi. Et les bureaux d'emploi municipaux vont faire 2 choses. La première chose, le bureau d'emploi va promouvoir ce qu'on appelle les centres de service. C'est quoi les centres de service, M. Zogo? Le centre de service, c'est qu'au sein des communes, l'élu local, de concert avec ses spécialistes emploi, vont faire en sorte que les jeunes en association, regroupés en association, vont pouvoir bénéficier d'un équipement que la commune peut mettre à leur disposition, peut-être gratuitement pour une première probatoire, pour faciliter, n'est-ce pas, le développement de leurs activités, les activités véritablement de service. Il y a un autre volet qui est un autre pan important du bureau d'emploi municipal, ce qu'on a appelé les unités de production. Cameroun, c'est un pays agricole. Le chef de l'État a appelé la jeunesse à intervenir, à s'y intéresser dans l'agriculture. Et à ce niveau-là, les unités de production que le bureau d'emploi municipal va expérimenter au sein des communes, c'est cette unité qui va permettre à ce que les jeunes bénéficient des intrants agricoles, bénéficient des encadrements à travers des appuis de partenaires techniques et développement pour booster le niveau de production, indépendamment des filières choisies, de leur choix. Et à ce niveau-là, M. Guizogé, je peux vous assurer, nous avons un partenaire de taille, qui est le Programme Nations Unies pour le développement, et le Bureau international de travail, qui entend appuyer le gouvernement. Et à partir de l'année dernière, une étude est lancée, une étude d'évaluation de la transformation de ce que le gouvernement avait appelé le COK, le centre d'écoute, n'est-ce pas, qui est mis au sein des communes pour permettre le relèvement du niveau de revenus des populations. Et ces COK vont être transformés en bureaux d'emploi municipaux. Ça, c'est une information capitale qui relève du discours du chef de l'État. Peut-être si vous voulez, à la fin, je reviendrai sur certains aspects important de la formation professionnelle qu'il a évoqué. L'Institut national de formation. L'Institut national et la loi sur la formation. Et la loi sur la formation professionnelle. Je sais que c'est pour cela qu'aujourd'hui, le chef de l'État demande à la jeunesse de s'intéresser à la politique. Pourquoi? Parce que dans 6 mois, il y aura les élections municipales. Vous voyez tout le programme que vient de dérouler un spécialiste au niveau du ministère de l'Emploi interpelle encore plus que jamais la jeunesse à s'intéresser à la politique locale. Parce que quand nous aurons les conseillers municipaux jeunes, qui peuvent effectivement appuyer ce bureau, et à partir de là, avec leur stratégie, avec leur expertise, associer cela à l'expérience. À partir de là, je crois que la jeunesse pourrait éventuellement créer des emplois sur le plan local. Alors, on va peut-être, pourquoi pas sauver le problème des désinformations. Alors, Francis Bidima, explication du MINEFOP, vous semblez convaincu à l'écoute du discours du chef d'État, puisqu'il y a des axes complémentaires à ce que le chef d'État a dit. Il est resté peut-être dans les grandes lignes, mais le MINEFOP nous précise exactement encore d'autres points de détail. Alors, vous semblez, vous restez sur votre fin ou alors... Je crois que le MINEFOP est dans son rôle, c'est-à-dire donner aux Camerounais ce qu'il en est exactement des rudiments qui ont été concoctés dans ce département ministériel pour assouvir la faim de la jeunesse camerounaise. Bon, mais maintenant, lorsque nous l'avons dit, est-ce que sur le terrain, parce que moi j'ai un problème, c'est que des théories, il y en a suffisamment au Cameroun, mais l'action du terrain est
hautement le contraire de ce qui est dit. Lorsque nous allons, quelle est la communication qui est faite autour de tous ces programmes que l'on venait de citer là tout à l'heure? Est-ce que les jeunes que vous accusez aujourd'hui être oisifs et ne s'intéressent pas à certaines questions qui sont les leurs, est-ce que ces jeunes ont la possibilité d'avoir accès à ces informations? Alors, certainement, je vous ai écouté religieusement. J'aimerais bien que vous ayez également la sagesse de m'écouter afin que vous puissiez réagir. Ça, je vous le concède. Alors, d'autant plus que c'est pas moi qui suis le modérateur. Alors, lorsque je l'ai dit, je pense également que lorsqu'il y a face à nous la jeunesse qui nous écoute, la jeunesse parfois, comme étant l'homme de terrain, moi je pense souvent que nous parlons de l'agriculture tout à l'heure. C'est un programme assez intéressant. C'est un programme assez intéressant. Que sont devenus les tracteurs du Sud Cameroun? Est-ce que les jeunes ont la possibilité d'avoir accès à ces tracteurs? Quels sont les micmacs pour atteindre l'obtention de ces tracteurs et aller faire peut-être 1 hectare de cacaoyer, de manioc, 1 hectare de maïs? Nous avons les possibilités. Nous avons travaillé avec certains jeunes qui ont des hectares de terrain. Et ils veulent, n'est-ce pas, au niveau de la Mofouafamba, Famba, par exemple, je puis vous rassurer que là où il y a encore la possibilité de trouver du terrain où les pontes du régime ne s'en ont pas encore accaparé, de ce côté-là, il y a des jeunes quand même qui veulent, n'est-ce pas, avoir la possibilité de travailler en termes d'hectares. La jeunesse n'est pas fonction publique dépendante, il faut le dire. Il y a des jeunes qui, aujourd'hui, vous pouvez aller un peu partout, qui se réunissent, créent des associations, mais comment avoir accès au financement? C'est là aussi la grande question. Parce que lorsqu'il y a déjà même des possibilités d'y aller jusqu'au bout de sa pensée, jusqu'au bout de ses efforts, il y a toujours ce que l'autre avait appelé les coupeurs de route. Alors, les coupeurs de route, paix à son âme, Anne-Marie Ndiaye, qui parlait de coupeurs de route, lorsque le chef de l'État envoie ce qui est pour elle, il y a ceux qui, arrivés à un niveau, n'ont pas la possibilité de renvoyer cela. Alors, lorsque je l'ai dit, je voudrais peut-être ajouter un petit point. Nous parlons ici de l'agriculture. Moi, je m'intéresse beaucoup plus à l'agriculture. Je crois quand même que l'agriculture pourrait... Si au Cameroun, nous avons la possibilité de développer véritablement l'agriculture. Il a annoncé les bureaux d'emploi municipaux qui vont mettre des intrants à la disposition des jeunes. Effectivement. Et c'est un peu ce que faisait l'ONCP. Non, ce qu'il est en train de dire, je crois que ce qu'il est en train de dire, c'est des attentes. C'est véritablement des attentes. Et nous pensons que nous viendrons sur ce même plateau l'année prochaine avec les mêmes problèmes. Nous allons revenir sur les mêmes questions et à la fin, la jeunesse n'aura pas trouvé ce qu'il faut. Donc, peut-être parce que là, vous m'avez un peu relancé, oui. Je crois également que lorsque nous parlions des questions de la jeunesse qui s'intéresse de plus en plus à la politique. Je crois également que le chef de l'État lui-même aura la possibilité de laisser cette jeunesse s'intéresser à la politique et de passer la main. Parce que c'est également de ça qu'il est question. Nous ne pouvons pas. Aujourd'hui, combien de manifestations publiques sont interdites? On ne peut pas réprimer, interdite. Je peux vous rassurer que, même lorsque vous avez dit, il y a eu dernièrement Cabral Libi, actuellement il est du côté de l'Extrême Nord. Vous savez que demain il sera au niveau de Kousseri. Alors, vous comprenez que il y a même eu des endroits où il n'y a pas eu des descentes. Pourquoi? Parce que les sous-préfets n'ont pas donné la possibilité aux uns aux autres de se mouvoir sur le terrain. Mais nous le prenons avec beaucoup de philosophie et nous savons que nous sommes un parti républicain avec le parti Univers. Nous respectons les lois de la République, mais à un moment, il faudrait également que, dès lors que vous avez dit il y a démocratie,
donner également les éléments nécessaires pour avoir accès. Vous dites que le discours, vous dites que le chef d'État se limite à faire des discours, mais la réalité est tout autre. Je puis vous le dire, et c'est un secret de polichinelle, tout le monde le connaît, tout le monde le maîtrise. Lorsque il y a par exemple le meeting du RDPC, c'est juste un claquement de doigts et on a déjà accordé tout. Il a failli avoir quelque chose dernièrement. Il y a un mouvement de riposte. Vous-même, vous pouvez, des répliques. Ils ont appelé ça mouvement de réplique, manifestation de réplique, par rapport à ce qui s'est passé du côté du MRC et du côté de la diaspora. Alors, quand vous mettez, parfois, c'est ce qu'on appelle le mensonge de l'État. Alors, celui qui a pris la possibilité d'écrire manifestation publique, et il donne l'objet de la manifestation, il écrit manifestation de réplique. Vous comprenez que c'est un va-t-en-guerre. Et dans un premier temps, on fera comme si le RDPC également, l'on a retiré, et c'est ce qui s'est passé par exemple, que par après, au moment où les uns et les autres ont dit, bon, nous également, nous sortons sur le terrain pour aller manifester, les uns et les autres ont retiré cette... et c'était le prophète du Fundi. Donc, je chute par là en disant que nous, au niveau du Parti Univers, nous sommes d'accord que nous devons aller aux urnes, nous devons accéder au pouvoir à travers les urnes, mais nous voudrons également que tout ce qui est tout autour du concept de la démocratie soit respecté, si véritablement nous voulons avoir accès à des lendemains meilleurs. Parce que chaque fois qu'un Camerounais tombe, qu'il soit de quelle obédience, c'est une perte pour cette nation. D'accord. Alors merci Francis Bidima. Docteur Ruben Banlor, est-ce que vous avez aussi le sentiment, après ce que relève Francis Bidima du Parti Univers, que au-delà des discours, on n'a pas toujours des actes concrets, puisque le président de la République appelle les jeunes à s'investir en politique, mais on sait bien que ces dernières semaines, par exemple, on a pu vivre quelques difficultés en ce qui concerne les manifestations. Est-ce qu'il faut faire plus? Est-ce que le chef de l'État ne fait pas simplement dans les effets d'annonce? Monsieur Zogo, je ne dirais pas effet d'annonce, parce que le président de la République est tout à fait sérieux. Et j'étais en train de penser, en écoutant les autres panélistes, à un aspect des questions qu'il a soulevées dans son discours. Il a voulu sensibiliser les jeunes. Il a voulu appeler les jeunes. Et là, on sent qu'il y a une sorte d'appel du cœur. Il reprend le discours précédent et dit, je vous demande de ne pas perdre espoir. Et quand j'entends Francis Bidima, oui, Francis qui est à ma droite, il faudrait que je rappelle ces propos du chef de l'État. Parce qu'il en est des enseignants dont je fais partie, comme de tous les leaders d'opinion qui en réalité sont des maîtres. Des maîtres en ce sens qu'ils veulent donner une certaine conception de la société qui soit une conception soit idéaliste, soit efficace, mais dans tous les cas qui fasse progresser la société. Donc il faut que nous luttions absolument pour que les jeunes ne perdent pas espoir à tous les niveaux. Partis politiques, institutions d'éducation et de formation, institutions religieuses, institutions publiques, privées, institutions même traditionnelles. Pourquoi? Pour la simple raison que j'ai l'habitude de dire que le président Paul Biya risque de rester dans l'histoire, non pas pour la démocratie qu'il avait juré laisser comme legs
dans l'histoire, mais plutôt pour sa façon d'exprimer certaines réalités de la vie politique. Comme le genre, le Cameroun, c'est le Cameroun. Hein? Donc, là, il dit, je persiste et signe. Je vous demande de ne pas perdre espoir. Or, lorsqu'on voit le développement, c'est un discours complètement mesuré dans lequel il joue sur ce qu'il demande lui-même. Il ne faut pas que les jeunes perdent espoir. Je crois que lorsque le ministère, par exemple, de l'emploi et de la formation professionnelle essaye de décliner les efforts faits à leur niveau, qui ne peuvent peut-être pas être mis en doute, d'autant plus que le président de la République a rempli sa communication avec beaucoup d'éléments relevant de leur secteur d'activité, de leur mission à accomplir au sein du gouvernement. Donc, je dirais à mon voisin de droite, c'est Francis Bidima. À Francis, les exigences auprès du pouvoir en place sont en quelque sorte compréhensibles. J'ai failli utiliser le mot normal, il n'est pas bienvenu. Mais sont compréhensibles. Mais l'éducation, la formation de la jeunesse ne relève pas que de la politique publique ou de la politique actuelle. Ou du régime en place. Voilà, pour être tout à fait précis. Je crois que l'autre Bidema l'a évoqué tout à l'heure. Ça nous appartient tous. Et que ne pas perdre espoir donc. Je voudrais que nous fassions comprendre à notre jeunesse que la difficulté véritable pour leur réussite est au niveau culturel. Notre jeunesse est complètement déracinée. D'où les dérives des réseaux sociaux soulevés par le chef de l'État. Notre jeunesse est complètement déracinée. Ce déracinement fait que même lorsqu'il y aura n'importe quelle opportunité, il y en aura toujours parce qu'ils n'ont pas de fondements solides qui se plaindront de n'avoir rien. Parce que vous vous souvenez que lorsque nous étions par exemple à l'école primaire, ils ont évoqué tout à l'heure, nous autres, ce n'était jamais compris comme étant une brimade que le maître vous demande vendredi d'apporter un petit fagot de bois. Dieu merci parce que en campagne en ce moment-là, on ne pouvait même pas le soupçonner de revente ou d'exploitation de la jeunesse. Mais aujourd'hui, nous avons énormément d'éléments qui entrent en compte. Le problème est que dans les argumentations politiciennes, on ne fait plus la mesure. On va vous dire aujourd'hui qu'il ne faut pas que vous fassiez faire certains travaux aux enfants. C'est atteindre contre leur dignité, parfois. Et le plus dangereux, oui, j'appelle ça sur le plan de la perspective culturelle, le plus dangereux, c'est que nous sommes dans ce système de mondialisation que j'évoquais à l'entame de notre partie, de notre contribution. Il y a le serpent qui se mord constamment la queue. Il y a la bête qui se nourrit constamment de la bête. Lorsque, par exemple, des gens qui ont des enfants, dont ils savent le risque de dérive, s'ils n'ont pas une bonne formation, une bonne éducation, lorsqu'ils sont militants, par exemple, de certaines associations ou de certaines ONG, qui vivent des financements qui parfois sont des financements extérieurs, ils ne réfléchissent plus sur la problématique de leur responsabilité en tant qu'éducateurs et formateurs de leurs propres enfants. Ils attendent que les conséquences négatives commencent à se manifester pour se plaindre comme tout le monde. Mais à un moment donné,
Ça ne les a pas beaucoup intéressés. Je dis donc, pour moi, le problème fondamental qui va me faire chuter sur la problématique du chômage, c'est cette révolution culturelle qui manque. Nous avons hérité d'une culture de diplôme. Et dans le système néocolonial initial, diplôme égale travail. Parce qu'on avait besoin des commis de l'État. Ah oui, absolument. Commis de l'État, commis de l'autorité. La philosophie de la compétition économique, la philosophie de la productivité n'était pas prise en compte. Mais aujourd'hui, avec la massification de l'éducation et de la formation, on se retrouve dans une situation dans laquelle le problème est, il y a beaucoup de candidats, mais il y a peu d'offres d'emploi. Conséquence, le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle a ce gros autre problème, qui est parmi la plupart de ses axes stratégiques, c'est la transparence du marché de l'emploi. Puisque l'offre est petite, et la demande est énorme, oui. Problème. Et pourquoi il y a ce déséquilibre? Pourquoi il y a ce problème que sur les plateaux de télévision, on rebâche l'inadéquation formation-emploi? Mais tout simplement parce que la formation fait son chemin et ne s'occupe pas de la production. Oui. Il faudrait lier. Pendant qu'il y a ce chômage que nous décrions, il y a plein d'entreprises là-dehors qui cherchent des spécialités à recruter et qu'on ne trouve pas. Oui. Et le drame, c'est que suivant le droit camerounais du travail, si on a un emploi qui ne peut pas être occupé par un Camerounais par manque de qualification, on peut recourir à un étranger. On peut recourir à un instrument juridique qui est le certificat de carence. Et ce certificat de carence autorise de recruter un étranger. Mais la plupart d'entreprises, la majorité, se trouvent à n'avoir même pas les moyens ou la capacité de recourir à ce marché étranger. Oui. Donc, lorsqu'ils ont une compétence ou des compétences qui manquent, cette entreprise devient en quelque sorte une entreprise en difficulté du fait qu'elle ne peut pas avoir la ressource humaine qu'il lui faut. Voilà. Maintenant, il a parlé tout à l'heure de la gestion des compétences prévisionnelles. Oui. Il va falloir que des dispositifs comme ceux-là deviennent obligatoires. Obligatoire comme la carte nationale d'identité. Sinon, on ne pourra pas s'en sortir. Parce que ça permet de savoir qui former, quand former. Et alors là, l'État reviendra dans ses attributions régaliennes de dire, comme il faut former tel, à tel moment, à moi maintenant de trouver, soit je donne des bourses, parce que je n'ai pas de structure en place, soit je forme sur place, dans mes structures, ou dans les structures partenaires du secteur privé. Voilà le fond du problème. Si on ne résout pas ce problème, on ne s'attaquera pas durablement à la question chômage. Du chômage des jeunes. Alors, Monsieur Ibrahim Abba, justement, vous voulez réagir? Alors, Monsieur Zizoko, je vous assure, je brûlais tout à l'heure de prendre la parole parce que les thématiques sont transversales. Donc, les gens parlent plusieurs sujets à la fois. Oui. Et nous, les spécialistes des questions particulières, nous sommes obligés parfois d'intervenir. Donc, c'est pour cela que j'ai eu la sagesse d'écouter Patrick parce que effectivement, je voulais lui donner la satisfaction. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour donner de l'information aux jeunes, à la population active du marché de l'emploi? D'abord, nous avons deux instruments qui sont mis en place depuis, s'agissant de l'Observatoire national de l'emploi, depuis 2002.
réorganisé en 2016 par le décret du Premier ministre chef de gouvernement, l'Observatoire national de l'emploi a pour mission véritablement de collecter, de traiter et de diffuser les informations relevant du marché de l'emploi. Donc des questions d'emploi et de formation professionnelle. Vous allez voir tout à l'heure, il a questionné ces 500 000 emplois. J'invite Monsieur Patrick à se rapprocher, Francis de se rapprocher de l'Observatoire. Vous allez voir dans les jours à venir, les informations détaillées de ce chiffre global que vient d'annoncer le chef de l'État va être mise à disposition du public. On saura quels sont les secteurs qui ont véritablement plus créé des emplois. On peut même faire le lien avec l'évolution de la croissance économique. Est-ce que la croissance qu'on a enregistrée dans le secteur tertiaire a généré véritablement d'emplois, ou bien c'est une croissance on va dire pro-emploi, ou c'est une croissance qui ne favorise véritablement pas la création d'emplois. Donc, deuxième élément important, c'est au dispositif, c'est le centre d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle. Il a dit tout à l'heure, Monsieur Francis, qu'il n'y a que les informations, la communication n'arrive pas au niveau des populations cibles, en l'occurrence les jeunes. Pour vous dire, depuis 3 à 4 ans aujourd'hui, le ministère de l'Emploi organise chaque année ce qu'on appelait le carrefour des métiers et des bourses de l'emploi, qui est une instance de concertation avec tout le monde professionnel pour faire en sorte que les jeunes puissent venir accéder aux informations disponibles et aux chercheurs d'emploi de venir également en trouver d'emploi. Il y a un autre dispositif d'appui qu'on a appelé le centre d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle. Cet instrument aujourd'hui disponible à Yaoundé et Douala sont en train d'être mis en place sur les 10 régions du pays et dont la mission principale c'est d'accompagner les jeunes, d'accompagner les adultes, d'accompagner les professionnels pour porter des projets professionnels, des projets scolaires et des projets universitaires. Alors, un mot quand même rapidement, un mot sur l'Institut national de formation des formateurs. Alors, je vous assure, le chef de l'État a dit d'abord de la loi. La loi a prévu effectivement la mise en place de cet Institut national de formation des formateurs, où le débat est en cours aujourd'hui. Certains, il y a 2 écoles de pensée, ceux qui pensent que c'est une école normale de formation professionnelle, d'autres disent que non, ce n'est pas une école normale, mais c'est un institut qui va développer des compétences, en réalité qui va former les formateurs qui seront appelés à développer les compétences au sein des structures de formation. Mais rassurez-vous que pour développer des offres de formation, il y a un aspect pédagogique très important, ce qu'on a appelé l'ingénierie de la formation professionnelle. Donc, cet institut va se charger d'élaborer les documents de formation par spécialité, gage d'une compétence qui sera agrégée, qui sera harmonisée, standardisée, comme le chef de l'État l'a dit dans la loi de 2018. Et je suis à ce niveau-là pour vous dire, cette loi a une particularité. D'abord, elle fait de la formation professionnelle une cause nationale. Une cause nationale. Donc, dorénavant, lorsque vous allez voir la mise en œuvre de cette loi dans les prochains jours, en termes des instruments de mise en œuvre des instruments des textes juridiques, un centre de formation dans un métier donné aura un standard unique, que vous soyez dans une région donnée du pays, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Et c'est cette standardisation qui manque, qui a fait en sorte que le chef de gouvernement, à un moment donné, a instruit le ministre de l'Emploi de rationaliser cette prolifération des offres de formation qui émanent du secteur de l'enseignement supérieur, que ce soit des enseignements secondaires, pour que tous ceux qui veulent, indépendamment de leur sortie, toutes les cohortes qui sortent, qui veulent des compétences, qui est en réalité des aptitudes professionnelles, à même de répondre à un emploi spécifique, et c'est ça le challenge de ce droit, effectivement. Et il y a tellement de choses que si nous vous mettons à vous expliquer, on aura l'occasion de revenir sur ces questions d'emploi jeunes ici. Alors, on va terminer par là, messieurs, on va terminer par là. Le chef de l'État, les perspectives, il s'est montré optimiste en disant que malgré les années difficiles, il espère mettre en place une société démocratique, juste et prospère. Lucien Bédima, rapidement, puisque nous allons terminer avec lui. En disant que je n'ai pas été très content parce que le temps d'antenne n'a pas été suffisamment. Ah bon? Il faut savoir ici que je représente le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, oui. Donc, il faut, dans l'avenir, essayer de donner plus de temps. Non, les autres ne peuvent pas parler indéfiniment et que, quand ça arrive à notre niveau, on dit non. Non, vous parce avez... que là, il y a eu des attaques. Non, allez-y, je voulais dire, on ne peut pas partir d'ici sans évoquer aujourd'hui le problème que nous avons sur le plan politique et que je m'attendais à ce que
mon frère Francis essaie d'évoquer. Lorsque vous parlez de la politique, des instruments politiques qui ont été mis en place, je voulais vous rappeler aujourd'hui que les acteurs politiques aujourd'hui sont ceux-là qui ont mis en place ces instruments. Il faut les respecter. Les lois sur le plan démocratique, le président Paul Biya a mis tout ce qui était possible, une batterie juridique. Il s'est fait entourer avec les meilleurs spécialistes qui aujourd'hui sont devenus des acteurs et qu'eux-mêmes, ils sont incapables de les respecter. Aujourd'hui, on ne peut pas dire, je m'attendais à ce que M. Bidima prenne fait et cause. Qu'est-ce qui s'est passé à l'ambassade du Cameroun à Paris? Qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne? Ce sont des faits qui ne peuvent pas être tolérés ni tolérables. Parce qu'au nom de la démocratie, on ne peut pas se mettre à détruire toute une institution. Le président de la République est une institution. Lorsqu'aujourd'hui, et je peux vous féliciter, après ces élections présidentielles, M. Cabral a eu une attitude, on peut dire une attitude démocratique. Mais on ne peut pas, M. Bidima, continuer à accepter qu'au nom de la démocratie, que certains Camerounais célèbrent, quel que soit leur statut. Non, nous l'avons compris. Oui, quel que soit leur statut. Et bon, alors, ici, je termine ici que on n'est pas en train de mettre sur pied les instruments politiques nous avons mis sur pied ne sont pas respectés. Non, la loi est respectée pour tout le monde. Et je crois, et je dois le dire, le Cameroun est un État démocratique, véritablement. Bon, voilà. Mais cependant, nous avons tous l'obligation de respecter les propres règles. C'est comme dans le football. Lorsque vous ne les respectez pas, on vous met de côté. Enfin, je termine. Je ne voudrais pas, quand on parlait ici, on parlait de... Il a dit de pédagogie. Le chef de l'État ne ment pas, M. Bidima. Lorsqu'un président de la République dit quelque chose, il a des faits, il a des données qui sont claires, qui sont mesurables. Quand le président de la République vous dit qu'il y a eu 4000 projets, véritablement il y a eu 4000 projets. Mais maintenant, il faut aller dans le sens de la sensibilisation qui peut être globale. Jusqu'à présent, à part la révolution agraire, je n'ai pas suivi, c'est que le parti Univers, à part des explications qui nous ont été données, merci, il a terminé. Oui, allez, terminez. En disant que la jeunesse aujourd'hui doit être plus responsable, je m'adresse aux jeunes. Le président de la République est pédagogue. Le président de la République est notre père. Il ne peut pas y avoir une guerre générationnelle entre les vieux, entre les grands ou entre les petits. Nous tous, nous devons nous y mettre pour que le Cameroun se développe. Et ce Cameroun ne peut se développer que dans la paix, dans le souci de tout le monde, d'être ensemble pour que enfin nous pouvions construire un pays démocratique comme le chef de l'État l'a souhaité, un pays uni, indivisible et un pays en paix. Et tout le monde doit être responsable à son niveau, doit faire quelque chose pour que cela soit un fait quotidien et un fait que tout le monde doit avoir à cœur pour que le Cameroun soit un pays indivisible, un pays de paix. Bon, merci. Francis Bidima, sur la démocratie, société démocratique juste et prospère, on va terminer par là. On aura l'occasion de revenir sur les questions d'emploi au cours d'une édition de 237 de débat. Je crois quand même que nous avions parlé de certains aspects. Je me réjouis du fait que de tous les panélistes, il y en avait beaucoup plus de la gauche ou alors de la... Enfin... Les panélistes qui sont beaucoup plus les panélistes du pouvoir en place. Bon, mais il n'y a pas de souci. Nous allons lutter jusqu'au bout parce que c'est ça le débat. Alors, lorsque je l'ai dit, je voudrais faire comprendre une chose. C'est quoi? C'est qu'il y a un problème de la formation de l'homme au Cameroun aujourd'hui. Il faut le reconnaître. L'homme devrait être formé sur une dimension, je crois, on peut parler de 4 dimensions. À l'instar de l'homo sapiens, dès que vous naissez, il y a les connaissances que vous allez acquérir. Et là, nous parlons de l'homo sapiens. Il y a de ces connaissances, de la science qui vous est introduite, qui est introduite en vous. Et cette science, vous n'allez pas tout simplement la voir, mais il faut pouvoir l'utiliser. Voilà pourquoi on parle à ce moment-là de l'homo faber. Après l'homo faber, il y a donc l'homo ethicus. Alors, l'homo ethicus, c'est l'éthique. Est-ce que le Cameroun aujourd'hui peut quand même, en un seul instant, se rassurer que les questions éthiques sont encore les questions qui sont respectées dans cette République? Quand on voit ce que les pontes du régime font, même dans les quartiers, ça devient un peu désolant. Je ne voudrais pas parler de certaines questions qui sont assez compliquées, mais nous ne comprenons. C'est pas bien. Alors, lorsque je l'ai dit, il y a ce qu'on appelle l'homo
aestheticus. Alors, l'homo aestheticus, qui est la 4e dimension de la formation de l'homme, lorsqu'on a déjà l'éthique, on entre maintenant à l'esthétique. Vous voyez par exemple, monsieur Bidima, vous voyez, vous êtes tous beaux. C'est parce que vous avez déjà quelque chose en tête et cela se transmet donc à partir de tout ce qu'on avait déjà eu au départ. Lorsque je l'ai dit, je vais donc chuter par ce qui est quand même désolant et il faut le dire parce que c'est le pouvoir en place et je dois le dire au pouvoir en place. C'est que dans la Moufouafamba par exemple, où je suis originaire, la Moufouafamba, depuis pratiquement, nous parlons du plan d'urgence triennal, je vous assure, la route soit ici à Hawaï, je crois que nous aurons encore le temps de revenir dessus, c'est de la catastrophe. Voilà aujourd'hui les travaux qui ont commencé depuis le 20 novembre 2016 jusqu'à aujourd'hui sont aux arrêts. Alors, qu'est-ce qu'il en est? La consommation du budget alloué à ces travaux est déjà à plus de 50%. Le régime regarde cela et applaudit. Je crois que... Nous allons arrêter là. Jusqu'aujourd'hui, en ce qui concerne cette question, monsieur Bidima, vous êtes très mal placé pour le dire. Je crois que... je suis désolé, vous pouvez quand même également dire aux populations que les communes de la Moufouafamba, les employés des communes de la Moufouafamba ont des difficultés à retrouver leur cotisation au niveau de la CNRS et il est là. Alors, lorsque je l'ai dit, je voudrais donc lancer un appel à toutes les populations camerounaises, à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Le chef de l'État, ce que moi j'ai retenu, une seule chose, c'est l'appel à toute la jeunesse du Cameroun de façon entière et celle de la Moufouafamba en particulier, dont les 8 arrondissements, dont 5 de la communauté Mvele, qui n'a toujours rien eu depuis que le président Biya est là. Alors, moi je pense quand même qu'à une certaine période, il faudrait pouvoir dire à la communauté que là où nous sommes, c'est également les questions que nous avons posées ici, les questions de quotas. Et qui, à un certain moment, on ne comprend plus sur quel prisme ce quota-là est également fait. Donc, nous prenons donc la balle au bon, nous allons à la course des mairies et à la course des législatives. Je crois que de ce côté... Non, on a terminé là. On a terminé. On a terminé. Il devra l'accepter. Merci beaucoup, monsieur Francis Bidima. Merci. Oui, il y aura un débat. Il y aura notamment un débat sur la décentralisation et puis un autre débat sur les questions d'emploi jeunes et puis les questions d'emploi globalement. Merci à vous tous d'être venus sur ce plateau pour décrypter le discours du chef de l'État à la jeunesse ce 10 février 2019. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis pendant cette heure et nous vous donnons rendez-vous pour la suite de nos programmes sur Equinox Télévision. À très bientôt, madame, messieurs.